Il l'appelait le rebelle. Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré. Ce n'était pas à un concert ni dans une rue de Kingston, non, c'était sur un chemin de terre à l'écart de la ville, là où les collines de Saint-Andrew s'élèvent comme un veilleur silencieux. J'étais jeune, perdu et en quête de sens. Lui, il m'a accueilli comme un frère, avec un sourire franc mais des yeux lourds de secrets. Tu veux savoir la vérité? M'a-t-il demandé en me tendant une tasse de thé fumant. Je me suis assis en face de lui dans cette cabane simple envahie par l'odeur de l'herbe sacrée et des épices. Ils étaient grands, imposants, avec des dreadlocks tombant jusqu'à ses épaules et une aura qui forçait le respect. Sa voix était comme sa musique, profonde, vibrante, capable de réveiller les âmes endormies. Il ne s'est pas présenté tout de suite, pas besoin, dans chaque recoin de la Jamaïque, son nom résonnait déjà comme une légende. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette légende portait une malédiction. Tu sais, Youth, la Jamaïque n'a pas toujours été ainsi, a-t-il commencé en pointant vers l'horizon. Babylone a pris cette terre et en a fait un champ de bataille. Il m'a parlé de son enfance de Westmoreland, ce coin rural où il avait grandi en écoutant les contes des anciens. Là-bas, il avait appris à observer le monde avec des yeux critiques et remettre en question les structures du pouvoir, ainsi qu'à reconnaître que la liberté ne se donne pas. Non, elle se prend. C'est à Trenchtown, au cœur de Kingston, qu'il a trouvé son chemin, avec deux autres jeunes rêveurs, Bob et Bunny. Il a formé un groupe, mais leur mission dépassait la musique. Ils voulaient secouer les fondations de Babylone. À mesure qu'il parlait, la lumière vacillante de la lampe à huile dansait sur ses traits. Il m'a raconté comment leur groupe avait conquis le monde, portant le message de Jah et le cri des opprimés. Pourtant, derrière les sourires et les ovations, des tensions invisibles bouillaient. Ce n'était pas seulement Babylone à l'extérieur, a-t-il dit. C'était aussi en nous, la jalousie, l'ego, les pressions. Il m'a confié que ses convictions radicales, son refus de se plier aux règles de l'industrie musicale, son obsession pour la vérité l'avaient isolé. Il avait quitté le groupe, choisissant de marcher seul. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est ce qu'il a révélé ensuite. Tu sais ce que c'est l'OBA, Youth? A-t-il demandé en fixant les flammes. L'OBA. Ce mot murmuré avec crainte dans toute la Jamaïque, une ancienne pratique mystique faite de sorts et de malédictions. Il m'a raconté comment, après son départ des Wailers, des forces obscures avaient commencé à s'agiter autour de lui. Des proches avaient essayé de l'avertir, certains membres de l'industrie musicale, des ennemis invisibles auraient invoqué des malédictions pour briser son esprit. Mais Jah est mon bouclier, a-t-il dit avec un sourire sombre. Pourtant, je pouvais sentir qu'il ne croyait pas tout à fait en ses propres mots. La pluie tambourinait plus fort sur le toit, et son récit s'assombrissait. Il m'a parlé de cette nuit, une nuit où des ombres humaines se sont introduites dans sa maison, pas pour discuter, pas pour voler, mais pour tuer. Il s'est arrêté, son regard s'est perdu dans la fumée, il pensait m'arrêter, me faire taire. Mais la vérité, Youth, c'est qu'un homme comme moi ne meurt jamais vraiment. Il a retiré sa chemise, révélant une longue cicatrice sur son torse. Une balle pour Jah, une balle pour la liberté et une pour Babylone. Mais je suis toujours là. Ce n'est qu'au matin, alors que la pluie s'était apaisée et que je me préparais à partir, que j'ai osé poser la question. Et vous? Comment dois-je vous appeler? Il a souri, allumant un dernier spliff. Mon nom est Peter Tosh. Mais appelle-moi comme tu veux. Le rebelle, le guerrier, l'homme qui refusait de courber l'échine. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Quelques mois plus tard, la nouvelle de sa mort s'est répandue. Assassiné chez lui, à coups de fusil, 3 hommes, 3 ombres. Les versions diffèrent, un braquage, une vendetta, un coup de Babylone, mais à mes yeux, une chose est certaine. Peter Tosh n'est pas mort ce jour-là, non. Sa voix, son combat, son esprit vivent encore dans chaque note de reggae et dans chaque cri pour la justice. La sueur coule sur mon front alors que j'entends le coup de feu retentir. Pas celui de la course, non. Celui de mes cauchemars. Celui des choix que nous, athlètes jamaïcains, devons affronter à chaque instant. On ne nous parle jamais de cette part-là quand on commence. On vous montre les médailles, les podiums, les records, mais derrière ces sourires éclatants et ces hymnes glorieux, il y a une ombre qui s'étend, longue et oppressante.
Je m'appelle André, mais dans ce récit, peu importe mon nom. J'aurais pu être n'importe quel jeune Jamaïcain, un garçon courant pieds nus sur la terre rouge, rêvant de devenir le prochain Usain Bolt ou Shelly Ann Fraser-Price. Mais aujourd'hui, je cours pour fuir autre chose. Grandir ici à Kingston, c'était déjà une épreuve. Tivoli Gardens n'était pas qu'un quartier, c'était une arène où la pauvreté et la violence dansent chaque jour. Pourtant, les coureurs comme moi voient une échappatoire dans la piste. Courir vite, c'est peut-être notre seul ticket hors de cet enfer, mais ce rêve a un prix. Je me souviens encore des murmures dans les vestiaires quand l'affaire Veronica Campbell-Brown a éclaté. Une légende testait positif. Certains disaient que c'était une erreur, que les autorités voulaient abattre une icône jamaïcaine, mais moi, je savais. J'avais vu ces petits sachets dans les poches de certains entraîneurs, ces pilules qu'ils nous promettaient inoffensives. C'est juste pour te booster, disait-il. Certains ont cédé, d'autres non. Voilà la réalité. Mais une fois que tu es pris dans cet engrenage, il n'y a pas de retour en arrière. Pour beaucoup, refuser signifiait perdre leur chance. Je pense souvent à Cavan Mackenzie. Il avait mon âge, peut-être un peu plus jeune. Prometteur, brillant, il représentait notre école lors des compétitions internationales. Il a alors fait un voyage en Chine et il n'est jamais revenu de cette course. Une crise cardiaque, ont-ils dit. Pourtant, nous savions que ces voyages étaient souvent mal organisés, que les fonds étaient détournés, que les athlètes étaient mal préparés et sous une pression inimaginable. Mais qui ose parler? Quand on grandit dans un pays où l'athlétisme est presque une religion, dénoncer un système corrompu, c'est signer son arrêt de mort professionnel. Puis il y a eu Jermaine Mason. Ce n'était pas un sprinter, mais son histoire me hante quand même. Il était un modèle pour tant d'entre nous, montrant que même en quittant la Jamaïque, on pouvait toujours porter notre fierté sur le podium. Mais sa mort en 2017 dans un accident de moto a révélé une autre facette de notre monde. Usain Bolt, qui était sur les lieux ce soir-là, ne parle jamais de ce qu'il a vu. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas seulement d'un accident. Les pressions sociales, les excès, le poids de la célébrité, ces choses nous rattrapent tous. Même Bolt, avec son sourire légendaire, cache des cicatrices. Imaginez être le plus rapide au monde, le visage de toute une nation, imaginez le poids de chaque faux pas potentiel. Quand son relais de 2008 a été disqualifié à cause de Nesta Carter, ce n'était pas seulement une médaille en moins, c'était un coup porté à notre fierté nationale. Et plus récemment, le scandale financier où Bolt a perdu des millions montre que peu importe votre statut, personne n'est à l'abri des vautours. Parfois, les blessures ne viennent pas de l'extérieur, mais de chez nous. Merlin Ottey, la grande dame de l'athlétisme, en sait quelque chose. Pendant des années, elle a été notre fierté, mais aussi notre cible, quand elle a décidé de courir pour la Slovénie. Beaucoup l'ont appelée traîtresse. Peu ont compris que parfois quitter son pays est la seule façon de survivre à ses attentes. Les histoires sont nombreuses, trop nombreuses. Les entraîneurs qui abusent de leur pouvoir, les jeunes talents sacrifiés sur l'autel de la gloire, les familles brisées par des accusations infondées, et nous, les athlètes, sommes souvent réduits au silence par peur de tout perdre. Je cours encore. Mais pas pour les médailles. Je cours pour fuir cette machine qui nous broie. Je cours pour honorer la mémoire de ceux qui n'ont pas pu le faire. Je cours parce que ici, arrêter, c'est mourir. Dans les rues de Kingston, les enfants continuent de courir pieds nus. Leur rire éclatant comme des éclairs, ils ne voient pas encore l'ombre qui plane au-dessus de leurs rêves. Mais moi, je sais. Je sais que derrière chaque ligne de départ, il y a une histoire que personne ne veut entendre. Une histoire de sacrifice, de drame et de vérité trop lourde à porter. La course continue, mais pour combien de temps encore? J'étais un soldat avant d'être un homme. Pas pour l'armée, ni pour une quelconque cause noble, non. Mon uniforme, c'était des jeans délavés et un débardeur blanc. Mon arme, un Glock 17 passé de main en main jusqu'à moi. Mon drapeau, c'était Tivoli Gardens. Ce labyrinthe de béton qui était à la fois ma maison et mon enfer. Dans les rues de Kingston, tout le monde connaissait le nom de Tivoli. Ceux qui vivaient ici étaient soit craints, soit méprisés. Mais pour nous, ce n'était pas une simple communauté, c'était un empire. Et au sommet de cet empire, il y avait le Don. Lui, c'était notre roi, notre protecteur et parfois même notre bourreau. Je suis né ici, dans ces immeubles serrés où les murs craquent sous la chaleur et où les nuits sont percées par les éclats de voix et les tirs. Ma mère disait que Tivoli était différent autrefois, que c'était un endroit où les familles pouvaient vivre en paix. Mais ça, c'était avant que les politiciens y mettent leurs griffes, avant que les gangs ne transforment ces rues en zone de guerre. Moi, quand j'étais gamin, le Don me faisait peur.
Sa silhouette massive, son visage impassible, ses gardes armés qui ne le quittaient jamais. Mais il veillait sur nous quelque part, disait ma mère. Quand des gens disparaissaient dans d'autres quartiers, le Don s'assurait qu'à Tivoli, on avait de quoi manger. À l'école, on apprenait à lire et à compter. Dans les rues, on apprenait à mentir et à tuer. La première leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y avait des règles à Tivoli. Des règles que le Don dictait et que personne ne pouvait enfreindre. Pas de vol entre voisins, pas de violence inutile, mais si quelqu'un venait de l'extérieur pour nous menacer, alors il n'y avait plus de règles. Seulement le chaos. Je me souviens de mon premier job. J'avais 14 ans, un homme du quartier voisin était accusé d'avoir vendu des informations à la police. Le Don m'a regardé droit dans les yeux et m'a tendu un couteau. « Prouve que t'es un homme », a-t-il dit. J'ai hésité, mes mains tremblaient, mais je l'ai fait. J'ai senti le métal s'enfoncer dans la chair et le cri étouffé de l'homme. Ce jour-là, je suis devenu un soldat. Tivoli Gardens n'était pas juste un gang. Nous étions une institution. Les politiciens venaient chercher le soutien du Don avant chaque élection. Ils promettaient de fermer les yeux sur nos affaires en échange de votes. Les armes, la drogue, tout passait par nous. Mais le Don, lui, ne se contentait pas de leur obéir. Il jouait au jeu des plus grands. Un jeu où tout le monde était une pièce sur son échiquier. Mais le pouvoir a un prix, et les autres gangs nous détestaient. Ils voyaient en nous un symbole de la corruption, un obstacle à leur propre ascension. Et puis, il y avait la police. Pas celle qui patrouille pour protéger les citoyens, non. Celle qui patrouille pour nous traquer et pour nous exterminer. La vie a changé un jour d'été. Les rumeurs couraient que les États-Unis mettaient la pression sur le gouvernement jamaïcain pour extrader le Don. Ils disaient qu'il était le cerveau d'un vaste réseau de trafic de drogue. Mais ici à Tivoli, il était plus qu'un criminel, non. Il était une légende vivante. Le jour où tout a basculé, j'étais dans une des planques, surveillant les allées et venues des soldats de Babylone. C'était comme ça qu'on appelait les flics. Ils étaient partout, en armure, armés jusqu'aux dents. Les hélicoptères tournaient au-dessus de nos têtes comme des oiseaux de proie. Quand ils ont attaqué, ce n'était pas une descente, c'était une guerre. Les balles sifflaient, les grenades explosaient et le béton s'effritait sous le feu des mitrailleuses. Nous avons tenu notre position comme des soldats loyaux. Mais face à eux, nous n'étions que des enfants avec des jouets. Pendant le combat, les combats même, devrais-je dire, j'ai vu des choses que je ne pourrai jamais oublier. Des voisins, des amis tombés sous les balles, des familles terrées dans leur appartement priant que les murs les protègent, et puis j'ai entendu les murmures. Certains disaient que le Don nous avait abandonnés, qu'il s'était enfui. D'autres disaient qu'il avait été trahi, vendu par l'un des siens. La vérité, c'est qu'on ne la saura jamais. Quand les tirs ont cessé, Tivoli Gardens n'était plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Le Don a été capturé, emmené sous escorte militaire comme un trophée. Aujourd'hui, je marche dans les ruines de ce qui était autrefois ma maison. Les immeubles sont toujours debout, mais l'esprit de Tivoli est mort. Les politiciens prétendent que la guerre était nécessaire pour libérer le quartier. Mais pour nous, elle n'a apporté que du vide. Parfois, je me demande ce qu'il serait advenu si le Don avait choisi une autre voie. Si nous avions cherché la paix plutôt que la guerre. Mais ces questions n'ont pas de réponse. Je suis un soldat sans armée, un roi sans royaume, et chaque nuit, je ferme les yeux en entendant encore les échos des balles, les cris et les sirènes. Ils nous appelaient les fils du lion. Pour le reste du monde, nous étions des rebelles, des hommes en colère, des fumeurs de ganja perdus dans des illusions mystiques. Mais pour nous, nous étions les véritables soldats de Jah. Moi, je suis né dans cette foi. Mon père était un Nyabinghe, un guerrier spirituel. Il disait que la mission des Rastafariens n'était pas de s'adapter, mais de détruire Babylone. Ce monde corrompu par la cupidité, la haine et le mensonge. Je me rappelle les collines où j'ai grandi, dans les hauteurs de Sainte-Anne, loin de Kingston et de ses lumières étouffantes. Ici, la terre était rouge, la végétation luxuriante et l'air chargé de l'odeur des plantes sacrées. Mais au-delà de la beauté, il y avait une tension palpable, une guerre invisible qui nous entourait. J'étais encore un garçon quand j'ai vu pour la première fois un homme mourir au nom de Jah. C'était au camp où nous organisions des cérémonies. Une réunion d'hommes et de femmes rassemblés pour chanter, prier et fumer l'herbe sacrée.
Un étranger est arrivé, un policier infiltré, déguisé en frère. Mon père a su tout de suite. « Babylone est ici », a-t-il murmuré, en me poussant derrière lui. Ils l'ont attrapé, l'homme a juré qu'il était innocent, qu'il n'avait pas l'intention de nous trahir, mais dans ce monde, les mots ne suffisent pas. Je l'ai vu tomber sous les coups des machettes, son sang se mêlant à la terre rouge. Ce jour-là, j'ai compris que notre vie n'était pas faite pour la paix, mais pour le combat. En grandissant, j'ai appris les codes. La ganja n'était pas juste une drogue, elle était sacrée. Chaque bouffée que je prenais m'ouvrait l'esprit, me rapprochait de Jah et me donnait la force de résister. Mais elle était aussi notre arme. Les champs que nous cultivions dans les collines alimentaient bien plus que nos prières. Ils finançaient notre lutte. Les flics de Kingston nous harcelaient sans relâche. Chaque descente était une déclaration de guerre, mais nous avions nos réseaux, nos espions, même parmi leurs rangs. Une fois, ils ont brûlé un de nos champs. Ce fut une erreur. 2 jours plus tard, la maison du commissaire a été réduite en cendres. Un message clair. Touché à nos racines, c'était signé son arrêt de mort. Marcus Garvey disait que l'Afrique était notre terre promise, notre Zion. Mais pour moi, Zion n'était qu'un rêve lointain. Ici, en Jamaïque, nous vivions dans l'enfer de Babylone. Je voyais mes frères mourir sous les balles des policiers ou tomber dans des pièges tendus par des politiciens corrompus qui promettaient la libération de tous en nous poignardant dans le dos. Mon père croyait en la prophétie de Garvey, mais avec le temps, même lui a commencé à douter. Zion ne viendra pas à nous, disait-il. Alors nous devons apporter Zion à Babylone. Et ça par le feu, même s'il le faut. C'est là que tout a changé. Les années 70, un groupe parmi nous a décidé qu'il était temps d'agir. Ils se faisaient appeler les Nyabingi Warriors. Ils disaient que la prière et la méditation ne suffisaient plus. Et si Babylone utilisait la violence pour nous écraser, alors nous utiliserions la violence pour répondre. Je les ai rejoints. Je voulais croire en quelque chose. Ces hommes étaient redoutables, prêts à tout pour défendre leur vision. Leur chef, un homme appelé Jafia, était comme un prophète, mais aussi comme un démon. Il parlait de révolte, de purification par le feu, et il passait à l'acte surtout. Kingston a tremblé sous leurs attaques, des commissariats entiers ont été incendiés, des politiciens ont été assassinés, mais tout cela avait un prix. Les autorités ont riposté avec une brutalité alors sans précédent. Ils nous traquaient comme des animaux. Et c'est à cette époque que j'ai entendu parler de l'OBA. Certains parmi nous disaient que la guerre physique ne suffisait pas et qu'il fallait frapper Babylone dans l'âme. Jafia consultait un homme étrange, un OBA-man. Je l'ai vu une fois dans une hutte à l'écart des autres. Il marmonnait des incantations, jetait des ossements sur le sol et parlait de malédiction. Certains disaient que Jafia avait vendu son âme pour gagner cette guerre. D'autres que les forces qu'ils invoquaient nous protégeaient. Mais moi, je sentais que quelque chose était bizarre, quelque chose clochait. La fin est arrivée plus vite que je ne l'aurais imaginé. Une nuit, une embuscade, nous étions dans les collines, planifiant notre prochain coup. Ils sont venus de partout, policiers, militaires, mercenaires, et ils ont tiré sans sommation. J'ai vu alors Jafia tomber, son corps criblé de balles. Certains ont dit qu'il souriait en mourant, comme s'il voyait enfin Zion. Mais moi, je ne voyais que du sang et des flammes. Aujourd'hui, je suis seul, les collines sont silencieuses et les champs sont abandonnés. Les Nyabingi Warriors ne sont plus qu'un souvenir, une légende pour effrayer les enfants de Babylone, mais parfois, dans mes rêves, moi, je vois Jafia, debout, entouré de feu, et je me demande, avons-nous échoué? Ou avons-nous simplement ouvert une brèche dans le mur de Babylone? La nuit tombait sur Kingston et avec elle, un silence lourd s'abattait sur la ville. Mais ce n'était pas un silence de paix. C'était celui de la peur, de l'attente. J'étais assis dans un coin de mon appartement, les yeux fixés sur un vieux poste radio. Les nouvelles filtraient par bribes, chaque mot comme une lame qui s'enfonçait un peu plus. Je savais que j'aurais dû rester loin de tout ça. Mais à Kingston, tout le monde est mêlé à la politique, qu'il le veuille ou non. Ici, les partis ne sont pas seulement des entités abstraites. Ils sont des camps, des factions, des armées invisibles qui se battent pour le contrôle des rues, des esprits et des âmes. Je suis né dans une famille qui portait la couleur orange, celle du PNP comme une seconde peau. Le PNP, People's National Party. Mon père disait que le parti représentait la liberté et l'avenir.
Mais en grandissant, j'ai découvert une vérité plus sombre. Les quartiers étaient divisés par des lignes invisibles contrôlées par des dons affiliés aux partis politiques. À Tivoli Gardens, c'était le bastion du JLP, Jamaica Labour Party. Chez nous, à Arnett Gardens, c'était le PNP qui régnait. Ces divisions n'étaient pas juste idéologiques, elles étaient écrites dans le béton des murs, dans les corps laissés dans les caniveaux. Tout a commencé une nuit sans lune. Un homme est venu frapper à ma porte, un visage familier mais effacé. Une silhouette qui n'attirait pas l'attention. Il s'est présenté comme un envoyé du parti. « On a besoin de toi », a-t-il dit. Il savait que j'étais discret, que je connaissais les ruelles et les raccourcis comme ma poche. Ma mission était simple, porter un message. Pas un mot écrit, juste une phrase, transmise d'oreille à oreille. Je savais que c'était dangereux. Passer d'un quartier à l'autre, traverser les lignes de démarcation, c'était comme jouer avec un revolver chargé. Mais je ne pouvais pas dire non. En tout cas, pas à eux. En chemin, je sentais le poids des regards, des ombres se déplacer derrière les fenêtres. À chaque coin de rue, je m'attendais à entendre le clic d'un pistolet. Les alliances changeaient vite à Kingston. Ce qui était sûr hier pouvait devenir mortel aujourd'hui. J'ai atteint mon point de rendez-vous, un bar délabré à l'entrée de Denham Town. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Des hommes parlaient à voix basse, leurs mains serrées sur des verres de rhum. L'un d'eux m'a fait signe. Je me suis approché et il a murmuré « Dis à ton patron que le cargo arrive demain, qu'il prépare les hommes. » Je n'ai pas osé poser de questions. À Kingston, moins on sait, mieux on se porte. Sur le chemin du retour, quelque chose clochait. Les rues étaient trop calmes, les ruelles trop vides. Et puis j'ai vu les phares, une voiture sans plaque roulait lentement derrière moi. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant à tout rompre. Soudain, ils ont tiré. Les balles ont sifflé dans l'air, brisant le silence oppressant. J'ai plongé derrière une benne à ordures, mon souffle court, quand le bruit des pneus a disparu. J'ai réalisé que je tenais encore le message dans ma tête. C'était plus qu'une simple livraison. Ce cargo, je l'ai appris plus tard, transportait des armes. Des armes destinées à armer les soldats du PNP pour une confrontation imminente avec le JLP. Les jours suivants, les tensions ont explosé. Des affrontements éclataient dans les rues, des tirs résonnaient à toute heure. Et au milieu de ce chaos, les politiciens restaient silencieux comme si tout cela n'était qu'un jeu d'échecs pour eux. J'ai commencé à comprendre que nous étions tous des pions. Les dons, les soldats, les habitants, nous étions les outils d'un système qui était corrompu et qui se nourrissait de notre misère. Les politiciens entretenaient ces divisions et finançaient les gangs tout en prétendant prôner l'unité. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé ma porte ouverte. À l'intérieur, tout avait été retourné. Sur la table, un message griffonnait à la hâte. « Tu sais trop de choses ». C'est là que j'ai compris que je devais partir. Je ne pouvais pas rester à Kingston, pas après tout ce que j'avais vu et pas avec ce que je savais. Aujourd'hui, je vis loin de cette île qui m'a vu naître, mais même à des milliers de kilomètres, je ressens toujours son étreinte. Les souvenirs ne me quittent pas, les ruelles sombres, les visages effrayés, le bruit des balles. Je me demande souvent ce qui serait advenu si les choses avaient été différentes. Si la Jamaïque avait choisi une autre voie. Mais les ombres du pouvoir sont longues et elles enveloppent tout ce qu'elles touchent. Il disait qu'on nous aiderait, qu'on pourrait enfin trouver du travail et sortir de cette misère qui collait à nos vies comme la poussière des ruelles de Kingston. Moi, je m'appelle Winston, mais mes brédrins m'appellent Winty. J'y vais à West Kingston, un endroit où l'espoir ne naissait qu'en musique et se noyait souvent dans le sang. On était une bande de gars, des jeunes hommes ordinaires de Greenwich Farm et d'autres quartiers pauvres. On n'avait rien, sauf nos rêves, et même eux semblaient souvent hors de portée. Certains d'entre nous flirtaient avec la politique, pas par la conviction, mais parce qu'il fallait bien choisir un camp pour survivre. Les politiciens de l'époque, que ce soit ceux du PNP ou du JLP, avaient leurs hommes de main, leurs soldats des rues, et on était parfois entraînés dans leurs querelles. Quand l'offre est venue, on n'a pas hésité. Une promesse de travail, de stabilité, une chance de quitter cette vie où chaque jour ressemblait à une condamnation à mort différée. Ils ont dit qu'on devait se rendre sur une base militaire à Green Bay, à la périphérie de Portmore. On allait être recruté pour des emplois dans la construction, des tâches simples mais régulières.
Le jour fatidique, il faisait déjà chaud. Quand on embarquait dans ce vieux van délabré, on plaisantait, on riait, mais au fond, on était nerveux. Pourquoi nous, tout à coup? Pourquoi maintenant? Mais l'espoir fait taire les doutes. Quand on est arrivé à Green Bay, le lieu avait une aura étrange, isolé, silencieux, presque trop parfait dans son calme. Les soldats nous ont accueillis froidement, sans un mot de plus que nécessaire. On nous a alignés, puis on nous a ordonné de marcher en direction d'un terrain ouvert. Puis c'est là que tout a basculé. Au début, j'ai cru entendre des pétards. Puis j'ai senti quelque chose siffler près de ma tête. C'est quand j'ai vu Hugues tomber que j'ai compris. Son sang éclaboussant le sol, ce n'était pas un exercice, c'était une exécution. Les balles fusaient de toutes parts, certains criaient, d'autres tentaient de courir, mais où? Les soldats avaient formé un arc autour de nous, une embuscade, je me suis jeté au sol, le cœur battant, essayant de me faire aussi petit qu'un insecte, priant silencieusement pour que ce cauchemar s'arrête. Le bruit des tirs a duré ce qui m'a semblé être une éternité. Quand le silence est revenu, le chant était jonché de corps, mes amis, mes frères sont morts. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Une chance, une erreur peut-être. J'ai rampé jusqu'à un buisson, m'éloignant lentement, évitant les regards. Je savais qu'il n'aurait aucune pitié s'il me trouvait. Des heures plus tard, j'ai atteint une route, tremblant, ensanglanté, mais vivant. Les jours suivants, les journaux parlaient du Green Bay Massacre. Les autorités prétendaient que nous étions des criminels armés, une menace pour la sécurité, mais tout le monde savait la vérité, on nous avait piégés. L'armée, sous l'ordre d'hommes politiques, avait décidé d'éliminer ceux qu'ils considéraient comme des sympathisants à l'opposition. Les familles de mes amis ont pleuré, mais leurs voix ont été étouffées par la peur et la propagande. Moi, je n'ai jamais parlé de tout ça. En tout cas, pas publiquement, et ce que j'ai vu ce jour-là, ce que j'ai vécu, je l'ai gardé pour moi. En tout cas, jusqu'à maintenant. Le massacre de Green Bay a marqué un tournant. Il a révélé la profondeur de la corruption et de la brutalité dans notre pays, mais il n'a rien changé. Les politiciens continuaient leur guerre par procuration, utilisant des vies comme des pions. Je pense souvent à mes amis, à Hugues, à Ricky, à tous ceux qui sont morts ce jour-là. Ils n'étaient pas des criminels, ils n'étaient pas des soldats, ils étaient des hommes, des fils, des frères, des pères, et ils méritaient mieux que ça. La Jamaïque est un pays de contradictions. Une terre de beauté infinie, mais où l'ombre plane toujours, prête à dévorer ceux qui osent espérer. Et moi, je suis toujours là, mais une partie de moi est restée à Green Bay ce jour-là, sur ce champ maudit. Je suis né à Norwich, une petite paroisse isolée de la Jamaïque. Une terre de champs et de sueur où la vie ne laissait que peu de place aux rêves. Je m'appelle Trevor Berbick. Certains me connaissent pour ce que j'ai accompli sur le ring, d'autres pour les scandales qui ont jalonné ma vie, mais aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Je n'ai pas grandi dans le confort. La pauvreté n'était pas une chose que l'on fuyait à Norwich. C'était une réalité que l'on acceptait. Mon père était absent et ma mère une femme pieuse et forte, qui faisait tout pour nous élever, mes frères et moi. Elle m'a appris à persévérer, mais aussi à craindre Dieu, une leçon qui me poursuivra toute ma vie. Dès mon jeune âge, j'ai su que je devrais me battre, littéralement et métaphoriquement, pour me faire une place dans ce monde. La boxe est entrée dans ma vie par hasard. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner dans une petite salle à Kingston. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je n'étais pas un athlète prodige, mais j'avais quelque chose que beaucoup n'avaient pas. Une rage de vivre, un désir brûlant de sortir de cette misère. Chaque coup que je donnais sur le sac était un cri contre la pauvreté, contre l'abandon de mon père, contre ce destin qui semblait me condamner. Je me suis rapidement fait un nom sur l'île, puis en 75, j'ai représenté la Jamaïque aux Jeux panaméricains. Je n'ai pas gagné de médaille, mais j'ai attiré l'attention de certains recruteurs. Peu après, j'ai quitté mon île natale pour le Canada, où je suis devenu boxeur professionnel. En 81, mon moment est venu. Je suis monté sur le ring contre Larry Holmes pour le titre des poids lourds WC. J'ai perdu, mais ce combat m'a prouvé que j'avais ma place parmi les meilleurs. Ce n'est qu'en 86 que j'ai atteint les sommets en battant Pinklon Thomas pour devenir champion WBC. Mais la gloire est une chose éphémère et elle exige un prix que je n'étais peut-être pas prêt à payer. Quelques mois plus tard, j'ai affronté un jeune prodige du nom de Mike Tyson. Ce combat, vous le connaissez peut-être. Tyson m'a mis KO au deuxième round.
Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une humiliation. Ce soir-là, une partie de ma carrière et peut-être même de mon âme a été brisée. La vie après la boxe n'a pas été tendre avec moi, j'ai essayé de me maintenir dans le milieu, mais mes démons intérieurs ont pris le dessus. J'ai eu des ennuis avec la justice, notamment pour des accusations d'agression et de fraude. Mon tempérament explosif, forgé par des années de combat, ne m'a jamais quitté. Puis il y a eu cet incident à Miami, j'ai été accusé d'agression sexuelle et puis condamné. J'ai purgé 15 mois de prison avant d'être expulsé vers la Jamaïque. Mon retour sur l'île, au lieu d'être une renaissance, a marqué le début de la fin. Je vivais à Port Antonio, essayant de reconstruire ma vie, mais les tensions avec ma famille étaient intenses. En particulier avec mon neveu Harold Berbick. Il y avait des disputes, des rancunes enfouies, et un soir d'octobre 2006, tout a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est exactement passé ce soir-là, ce que je sais, c'est que Harold et un complice m'ont attaqué. Ils m'ont frappé à mort avec une barre de fer, mon corps a été retrouvé le lendemain matin dans une église. Une ironie cruelle pour un homme qui avait été élevé dans la foi. En fin de compte, ma vie a été un combat du début à la fin. J'ai connu la gloire et la honte, la richesse et la misère. J'ai touché les sommets et les abysses. Ma vie n'a pas été parfaite, loin de là, hein. Mais si je pouvais laisser un message, ce serait celui-ci. Peu importe à quel point la vie vous frappe, ne perdez jamais de vue ce qui est vraiment important. La famille, la paix intérieure, l'honnêteté envers soi-même. Regardez ma vie, apprenez de mes erreurs, car même les champions peuvent tomber. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous êtes à terre. Et moi, je suis resté à terre. Mais mon histoire, elle, continuera de résonner.